Je comprends très bien. Uh-huh. Merci beaucoup, Monsieur Ok, Badiane. merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Pour l'heure qui reste, disons 45 minutes qui restent, on va Uh-huh. consacrer ça au débat avec les seniors par rapport à tout ce que nous venons d'entendre. Mais avant d'entamer ce débat avec les seniors sur toutes ces stratégies qu'il faut mettre en œuvre par rapport à la relance économique des très petites et moyennes entreprises et industries, nous allons retrouver le directeur général de l'ANPEJ. Monsieur le directeur, Tamsir Faye, vous êtes là? Monsieur le directeur général, il est bien connecté, mais son Oui, micro, voilà. Monsieur le directeur général, bonjour, rebonjour. Et rebonjour merci Madame d'avoir Lika. vraiment patienté et écouté toutes ces histoires très intéressantes Ouais. de ces jeunes qui ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour quand même être résilients face à la COVID-19. Alors, quel message pour eux? Quel message pour les autres? Et puis, quelle première réponse par rapport à certaines préoccupations qu'ils ont soulevées? Merci beaucoup Madame Lika. Je voudrais me féliciter euh, de des débats et des prises de parole de ces jeunes qui ont fait preuve d'une endurance et d'une Perspicacité. perspicacité Oui. pendant cette période difficile qui a éprouvé toutes les économies du monde et en particulier les économies africaines. C'est ça. J'ai été particulièrement séduit et reconforté de ce que j'ai entendu parce que ça prouve deux choses. Ça prouve pas deux choses, mais plusieurs choses. Ça prouve que il n'y a pas de fatalisme et que les choses sont possibles quand on est convaincu de ce que nous devons faire, ce que nous voulons faire. Et je pense que c'est un message important qui devrait être porté en public, à l'endroit du reste de la jeunesse sénégalaise, et qu'il ne s'agit pas comment on appelle la réussite, c'est au bout de l'effort. Et il faut que les gens s'habituent à s'inscrire dans le long terme. Et parce qu'il n'y a pas en réalité de milliardaires ou de millionnaires en laps de temps. Et tous ceux qui réussissent dans la vie, dans ce domaine de l'entrepreneuriat, c'est des choses qui s'inscrivent dans la durée avec conviction, avec détermination. Et le message de ces jeunes vraiment nous réconforte et nous rassure. Et je voudrais les féliciter. Me féliciter, mais les féliciter de cette capacité de résilience dont ils ont fait montre pendant cette période difficile. Et dire également qu'on peut réussir ici. On peut réussir au Sénégal. Des jeunes ont réussi à surmonter les difficultés liées à la COVID. Des jeunes ont profité de l'occasion de cette crise sanitaire qui partait pour être un handicap pour eux. Ils en ont profité pour créer une activité qui a marché. Et donc, le message, c'est de dire à la jeunesse qu'au lieu de payer 2 millions pour... parce que de toutes les expériences qui ont été dites ici, il y en a peu qui sont partis avec des sommes colossales. C'est ça. Donc, ils sont partis d'un peu pour pouvoir se faire et se réaliser. Malgré les difficultés, parce qu'il ne faut pas nier qu'il y a des difficultés. Oui, il y a des difficultés. Mais aussi, ces difficultés sont valables aussi bien au Sénégal qu'ailleurs. Donc, l'idée, c'est de se battre et de croire qu'on peut se faire ici. Et on n'a pas besoin de mobiliser autant d'argent pour prendre des risques vraiment graves pour nos vies, pour aller en Occident. D'autant plus que, vous le savez mieux que moi, que la situation dans ces pays est devenue très dégradée. Et qu'on nous parle même de second confinement, où des pays sont confinés, l'activité économique est en arrêt. Et nous, par la grâce de Dieu et par l'effort conjugué de nos autorités et des autorités sanitaires et des autorités étatiques, nous parvenons bon an mal an à sortir la tête de l'eau avec la situation sanitaire qui s'est fortement améliorée. Et je pense que nous pouvons avoir espoir avec la reprise de l'économie que
ceux qui veulent entreprendre ou ceux qui entreprennent pourront en tout cas voir leur activité redémarrer. De tout ce que j'entends aussi, il y a fondamentalement une question qui arrive, un problème qui arrive systématiquement, c'est le problème du financement. C'est ça. Et je pense que récemment, on a eu une réunion la semaine dernière au niveau du ministère de la formation professionnelle avec tous les sectoriels qui s'occupent de la question de l'emploi du jeune, vu le contexte très agité, très marqué par les départs en mer, la situation très dommage qui se passe aujourd'hui avec des morts, des accidents de pirogues qui sont vraiment très tristes. Et nous avons tenu une réunion pour voir les stratégies à mettre ensemble avec la société civile, avec les associations de la société civile, avec les ONG, avec tous les sectoriels parce que vous savez très bien que l'emploi des jeunes est un domaine transversal qui concerne à peu près tous les ministères, femmes, agriculture, jeunes, et tous les secteurs étaient là et nous sommes en train de réfléchir pour avoir un dispositif de redoublement rapide pour pouvoir en tout cas prendre en charge certaines questions. L'ADER était là-bas et je pense que sous peu, nous allons voir pour essayer de financer les projets des jeunes. Et je pense que les jeunes, et ça c'est ma conviction, les jeunes qui sont déjà dans une activité, qui ont démarré, qui se sont battus, ces jeunes-là doivent être ciblés, soutenus. Parce qu'en réalité, tout le monde n'est pas entrepreneur. Et moi, je pense que ceux qui se sont démerdés tout seuls, qui se sont battus tout seuls et qui sont arrivés à certains niveaux, ces gens-là doivent être soutenus, accompagnés pour constituer des petites PME et PMI pour prendre en charge la question de l'emploi des jeunes. Parce qu'en définitive, c'est les PME, les PMI et qui vont constituer un tissu économique qui va prendre en charge la question de l'emploi des jeunes. Donc nous, à notre niveau, nous allons essayer de voir comment faire pour les accompagner, pour leur permettre de se redresser et de continuer à faire leurs activités. Mais vraiment remercier tout le monde. Madame Lika, vous remerciez vous-même pour la qualité de l'animation. Remercier les participants qui n'ont pas encore pris la parole et remercier l'Université Cheikh Anta Diop et le recteur M. Mbaye de sa disponibilité et de sa présence et dire que sous peu nous signerons certainement une convention et qui va prendre en charge peut-être un volet de l'emploi de la problématique de l'emploi des jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont issus des universités, et nous allons mettre en place un projet avec l'université pour voir un projet qui va s'occuper au-delà de différentes jeunes catégories de jeunes dont nous nous occupons, de prendre en charge cette partie de la jeunesse qui sort des universités et qui aussi des fois est confrontée à des problèmes d'emploi. J'ai écouté M. Ba et sa prise de parole m'a beaucoup touché et lui dire qu'il y en a beaucoup au Sénégal aussi qui vous l'avez dit dans votre propos, que 300 000 personnes arrivées sur le marché du travail, et des gens qu'on ne peut même pas mettre dans une catégorie, parce que quand vous parlez d'emploi, quand on parle d'emploi de jeunes, on parle de chômage, il y a des critères. Mais c'est des gens qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas de formation et qui ont droit à l'emploi, qui ont droit à travailler, à avoir un travail décent et dont l'État a l'obligation de trouver des solutions. Et voilà le problème. Et ça, vous rajoutez les 220 000 ou 230 000 qui viennent sur l'emploi, le marché de l'emploi, le marché du travail toutes les années et qui sont formés et qu'il faut prendre en charge aussi. Donc, vous voyez l'étendue de la problématique, c'est une problématique massive. C'est un défi, c'est des défis pour nos États.
qui sont des États jeunes, qui sont des États dont les capacités économiques ne sont pas souvent très fortes, mais il faut de l'ingéniosité. Directeur général de l'ANPEJ, en tout cas, merci pour votre liberté de ton, mais surtout, Monsieur le directeur général de l'ANPEJ, merci pour votre honnêteté, pour avoir reconnu que c'est vrai, la situation n'est pas facile. C'est une crise mondiale. Même si la COVID-19 a révélé quelques-unes de nos tares, il faut dire que la crise est vraiment mondiale. Ici au Sénégal, le gouvernement a fait des efforts à travers, par exemple, une structure comme l'ANPEJ, ce que vous êtes en train de faire, etc. Monsieur le directeur, vous êtes revenu? Oui, je suis là. Je disais que merci, nous aurons retenu l'essentiel pour votre liberté de ton, mais également votre honnêteté pour avoir reconnu que les choses ne sont pas faciles, que la situation est difficile, que c'est une crise qui est mondiale. C'est vrai que la COVID-19 a révélé quelques-unes de nos tares, de nos insuffisances, manquements, mais il faut reconnaître effectivement que c'est une crise qui est mondiale. Le gouvernement est en train, bien évidemment, de faire des efforts, mais ne peut pas tout faire. L'ANPEJ fait partie de ces efforts du gouvernement. La création d'un ministère chargé du secteur informel, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme BA, etc., qui sont dans le secteur informel. Et toutes ces entreprises que vous appuyez sont dans le secteur informel. C'est 97% quand même des TPE, TPI qui sont dans le secteur informel. Et puis, toute œuvre humaine, malgré les bons résultats, parce que j'ai visité les sites de l'ANPEJ, j'ai vu vos résultats en termes de traitement des dossiers, de financement, etc. Toute œuvre humaine est perfectible. C'est pourquoi moi, et certainement beaucoup de gens qui nous écoutent, voient d'un bon œil ce partenariat que vous avez noué avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec d'autres segments également du secteur privé, parce qu'il faut, comme l'a dit le professeur Amadou Ali Mbaye, mettre la recherche au service des politiques publiques. C'est ça le rôle des universitaires. Et puis également, il faut procéder à une évaluation des politiques d'emploi des jeunes. Il y en a eu beaucoup. Je crois qu'il serait bien de procéder vraiment à 20 ans d'évaluation des politiques d'emploi des jeunes pour en sortir le nec plus ultra qui pourra vraiment faire figure de modèle, de référence dans la sous-région ouest africaine. Et pourquoi pas, par rapport à tout ce que vous venez de dire, les jeunes qu'on a écoutés raconter des histoires, pourquoi ne pas penser également à c'est un coup de com', c'est virtuel. Beaucoup de jeunes n'ont pas accès à l'Internet, beaucoup de gens n'ont pas accès à Internet. Et la grande majorité aujourd'hui, par rapport à la relance de l'économie dans un contexte de Covid-19, par rapport également à ces départs liés à l'immigration clandestine et leur lot de drame, c'est des histoires que les gens ont intérêt à connaître. Pourquoi ne pas créer des capsules enregistrées dans de meilleures conditions techniques, ces jeunes qui ont parlé de leur expérience, aller les suivre, faire des reportages, leurs portraits, etc. Et en faire des capsules vidéo qui seront diffusées dans les masses médias, radio, télévision, qui sont les plus suivis, et ensuite partagées avec les réseaux sociaux. Ça peut inspirer beaucoup d'autres jeunes. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Vous rajoutez quelque chose avant d'entamer le débat avec les seniors? Je disais que vous m'avez complété parce que je voulais en finir sur ça. Oui. Parce que je pense que c'est des gens qui doivent être montrés pour quand même que les gens puissent comprendre que c'est possible. Et qu'il n'y a pas, je le dis tantôt, il n'y a pas de fatalisme. Si les gens, si on croit à quelque chose, qu'on se mobilise, il y a de fortes chances qu'on y arrive avec un résultat positif. D'accord. Donc ça, c'est le message que je voulais dire. Et dire que l'État du Sénégal fait beaucoup pour la jeunesse. Ne serait-ce que la formation professionnelle, nous sommes passés de 24 milliards à 78 milliards de 2012 à maintenant. Je pense que nous voulons lancer ici à l'ANPEJ un pacte national, comme ça se fait, un dialogue national sur la question de l'emploi des jeunes. L'emploi en général, mais l'emploi des jeunes en particulier. Parce que c'est une question qu'il faut éviter de politiser systématiquement. Parce que tous les régimes
ont été confrontés et continueront à être confrontés à ce problème-là. Ça. 75% de ce pays, 75% de la population de ce pays est jeune. Et donc constitue un problème futur pour ceux qui seront là après le président Macky Sall. Alors, nous devons avoir un esprit, un dialogue inclusif avec toutes les composantes de la société et en particulier le secteur privé, les petites et moyennes entreprises, pour voir des dispositifs à mettre ensemble, à mettre en place, en tout cas à nos entreprises, pour pouvoir prendre les jeunes qui sont formés. Parce que la formation, on en fait beaucoup, on en fait énormément. Et ces jeunes-là, après formation, doivent être positionnés, ne serait-ce que pour commencer à faire des stages, parce que nous savons tous que le premier pas dans l'entreprise, c'est le stage. Et comme on a beaucoup de problèmes de stage, passer par là. Donc, il faut une réflexion générale, sans politique politicienne, tout à fait, pour vraiment trouver des solutions durables à cette problématique qui va continuer parce qu'en réalité, nous sommes un pays très jeune, avec beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, aussi bien des jeunes formés que des jeunes qui ne sont pas formés du tout. Voilà, qui ne sont pas formés du tout. Tout à fait. Et à la perspective, certainement, avec la découverte de toutes les ressources que nous savons, peut-être que je pense que ça prendra en partie toute cette problématique. Merci beaucoup, et monsieur. Vraiment vous remercier et remercier tous les participants. Oui, vous allez rester encore parce que il y a le débat avec les seniors qu'on va entamer tout de suite. Oui. C'est la troisième et dernière partie de ce panel virtuel qui est consacré donc aux seniors. 5 experts panélistes seniors vont discuter des stratégies gagnantes pour la relance et le développement des TPME, TPMI en cette période de pandémie. Ils vont, sur la base des histoires qu'ils ont entendues, 8 histoires au total, partager les techniques et outils facilitant la relance et le développement des TPME, TPMI face à la crise. Alors, ces experts panélistes sont Madame Bintaba, directrice générale de BFK, Félix Zognin, professeur agrégé à l'Université du Québec, chercheur associé au l'APD UCAD, Amadou Tidiane Ly, entrepreneur dans le digital, Alphonse Sonko, CEO Synbiogra, et Martar Sall de Intouche. Monsieur Cissé m'envoyait un message pour me dire que le professeur Zognin, normalement, qui doit intervenir depuis le Canada, a actuellement un cours au Québec. Il est en classe, donc il va faire, il a fait une vidéo. Il va nous envoyer le lien. Je n'ai pas encore écouté la vidéo, mais franchement, en tant que modératrice de ce panel, je prends sur moi l'autorité de donner la priorité à ceux qui sont là présents depuis le début. Et je pense énormément à Madame Bintaba, qui est là, connectée depuis 10 heures. Hein. Donc, on donne la priorité à ceux qui sont là et après, on verra avec la vidéo du professeur, n'est-ce pas? Bonjour, Madame Binta. Bonjour. Bonjour à Amadou Tidiane Ly. Bonjour. Alphonse Sonko, qui est également là depuis le début, bien installé dans son fauteuil. Et Martar Sall de Intouche. Martar Sall, je ne l'ai pas encore vu. Me voici. Voilà, bonjour Martar. Bonjour tout le monde. J'avais un confrère qui s'appelait Martar Sall à Sud FM, très impliqué dans les questions d'agriculture, etc. Mais vous ne vous ressemblez pas du tout. Physiquement, vous êtes bien plus beau. Merci bien. Je ne vous drague pas, hein. Bon, on va commencer. Bonjour, madame, messieurs, bonjour. Alors, je crois que vous avez écouté les histoires de ces panélistes, comment ils se sont adaptés durant la COVID-19. Et ce qu'on a retenu, c'est que les entreprises ne sont pas toutes pareilles par rapport à la crise. Les conséquences sur les grands groupes seront différentes de celles que vont subir les startups, par exemple. Alors, c'est un secteur, vous l'avez entendu, qui était en pleine expansion pour faire face aux problèmes de chômage. La COVID-19 est venue remettre en cause toutes les certitudes. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour assurer la viabilité de ces startups
pendant et après la pandémie. Je donne la parole à Madame Bintaba. Honneur aux femmes. Merci beaucoup, Madame Sidibé. Merci pour votre excellente animation, votre excellente modération. Je salue Monsieur le directeur général de l'ANPEJ, je salue le recteur de l'université, je salue les panélistes seniors et toutes mes salutations et félicitations aux panélistes juniors. Écoutez, moi, je commencerai par féliciter les panélistes juniors qui sont des porteurs de projets incroyables, qui sont des personnes résilientes et ils ont tous, sans exception, fait preuve de créativité et d'innovation. Ça, il faut vraiment le souligner. Moi, je suis impressionnée de la façon dont ils ont redressé la barre en pleine pandémie. Et mes félicitations aux entrepreneurs qui ont créé des compagnies en pleine pandémie. Parce qu'aujourd'hui, nous avions deux sortes d'entreprises. Des entreprises qui existaient avant la crise et des entreprises qui sont créées en pleine crise. Donc, je voudrais d'abord m'adresser aux entreprises créées en pleine crise. Donc, pour leur dire que l'histoire a montré que les entreprises les plus florissantes aujourd'hui ont été créées en période de crise. Ah oui. Absolument. Il y a eu beaucoup de crises dans le monde. Une des crises les plus dévastatrices a été la crise des années 29, en début d'industrialisation. Et puis beaucoup d'entreprises, des multinationales qui existent aujourd'hui et qui créent de la valeur, ont été justement créées pendant cette crise. Donc, n'ayez pas peur. Et puis, je n'ai pas vu quelqu'un qui a peur aujourd'hui parmi les panélistes juniors. J'ai vu des personnes déterminées, engagées et qui travaillent très, très fort. Ce qui m'amène à rebondir sur la contribution du directeur général de l'ANPEJ qui parlait du travail. Donc, il faut travailler très, très, très fort quand on est entrepreneur. Souvent, les gens ont tendance à dire que quand tu as du succès, les gens voient le succès. Ils ne voient jamais les efforts fournis avant le succès. C'est ça. Donc, un entrepreneur, entreprendre, c'est travailler très, 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 très fort. Et je vais citer quelqu'un que peut-être nos entrepreneurs connaissent, Arnold Schwarzenegger, qui est un réalisateur, qui est un acteur de cinéma. Tout à fait. Il a l'habitude de dire, lui, que personne ne travaillera plus que moi. Personne. Donc, le succès en entrepreneuriat, c'est vraiment le travail acharné et faire du travail en plaisir. Donc, quand vous travaillez dans votre entreprise, travaillez avec beaucoup de plaisir. Ça, c'est une stratégie gagnante. Pour les entrepreneurs qui ont présenté et dont les entreprises existaient avant la crise, j'ai vu des stratégies extraordinaires qui ont fait leurs preuves et qui ont été même... c'est des stratégies qui existent aussi dans tous les pays du monde, dans les pays développés. Donc, c'est la preuve qu'au Sénégal, je pense que nous avons vraiment une jeunesse très créative. C'est-à-dire, j'ai vu des entrepreneurs qui ont carrément réinventé l'offre de service. Et c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'aimerais vraiment intervenir sur le volet réinventer l'offre de service. C'est ça. Le volet bien connaître sa clientèle. Et là, je vais citer beaucoup d'entrepreneurs ici, Mamadou Sarr de Sen Dawal, qui est déterminé, qui a créé son entreprise en pleine pandémie et qui a dit, écoute, on a fait une étude et nous avons vu qu'il y avait des personnes qui achetaient peut-être beaucoup plus que d'autres, etc. Ça, c'est la segmentation du marché. Nous sommes en pleine crise, réinventez votre offre de service, segmentez votre marché pour personnaliser l'offre de service. C'est ça. Donc, nous sommes dans la personnalisation de l'offre de service pour viser l'excellence. Et c'est la façon dont nos entrepreneurs vont se démarquer. Ça, c'est un point très, très important. J'ai entendu M. Diatta Abdoulaye qui a dit une phrase qui m'a énormément plu. Et je suis heureuse de redire cette phrase. Il a dit, j'avais beaucoup de connaissances. Ça, mes chers entrepreneurs, gardez cette phrase, écrivez-la quelque part. J'avais beaucoup de connaissances. Un entrepreneur doit apprendre à connaître sa business.
doit tout le temps faire des recherches, tout le temps lire, tout le temps apprendre à connaître ta business. On va revenir sur cet aspect-là. On va revenir sur cet aspect-là. Voilà, j'avais beaucoup de connaissances. Connaissance, pas seulement connaissance, mais également confiance. Confiance également, le savoir-être, l'état mental. Parce que là, je vais citer un grand orateur qui disait que le succès, c'est 80%. 80% d'attitude et 20% de mécanique. La mécanique, c'est le travail que tu fais tous les jours. Vous êtes des entrepreneurs, vous travaillez tous les jours, ça prend 20%. Les 80%, c'est dans la tête. C'est la mentalité de gagnant que vous allez développer, c'est l'attitude que vous allez développer et c'est la confiance en vous. Ça compte pour 80% dans le succès. Donc, c'est très important. Moi, j'aimerais parler aussi du virage numérique. Donc, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qu'on a entendu, certains étaient déjà dans le numérique et d'autres ont présenté leurs services en ligne. Et ça, c'est très, très, très important. Vous savez, s'il y a une chose que la crise nous a apprise, c'est que nous ne ferons plus jamais les affaires de la même façon. C'est clair. C'est terminé. Le monde a appris de cette crise et elle ne sera pas la dernière. Tout à fait. Elle ne sera jamais la dernière. Donc, vaut mieux se réinventer et se tourner vers le numérique. Présenter ses produits en ligne, pouvoir communiquer avec sa clientèle en ligne, pouvoir mieux étudier et mieux segmenter sa clientèle en ligne. Donc, le virage numérique, c'est extrêmement important. Madame, excusez-moi de vous couper quelques minutes. C'est-à-dire, c'est tellement important ce que vous êtes en train de dire que je vous renvoie au mot de bienvenue du directeur général de l'ANPEJ qui parlait de intelligence africaine. C'est sur le site de l'ANPEJ, de l'intelligence artificielle. Parce que beaucoup de jeunes seront tentés à ne pas tout simplement s'investir parce qu'ils se disent qu'on ne pourra pas faire grand-chose parce qu'avec l'intelligence artificielle, les machines vont remplacer l'humain. On n'aura plus besoin de la main-d'œuvre. Alors qu'on s'est rendu compte, d'après quelques études que j'ai lues quelque part avec BIT, etc., qu'aux États-Unis, malgré l'existence d'un grand nombre comment on appelle ça, les cabines pour les billets, retirer de l'argent, etc., on s'est rendu compte que le travail des billetteurs n'a pas disparu. Au contraire, ils ont même augmenté de plus d'1 million. En France, on s'est rendu compte que 10 ans après l'introduction de l'Internet, les emplois qui étaient liés à l'Internet et que, bon, l'intelligence artificielle prenait ces emplois-là n'ont pas disparu. Les gens se sont tout simplement adaptés et cette adaptation-là est très importante. Et c'est ce que ces jeunes-là ont fait. Et j'ai bien aimé le mot du directeur général quand on en a parlé. On aura l'occasion de discuter avec ça, avec ces spécialistes du digital, etc. Il faut savoir s'adapter et se réinventer par rapport au numérique, par rapport à l'intelligence artificielle et ne pas baisser les bras et se dire que les robots vont prendre nos places. C'est pas cela. En fait, nous n'avons pas le choix. Ça va se faire, Madame Sidibé. Donc, soit on embarque, on surfe sur la vague, soit on est laissé pour compte. Donc, aujourd'hui, le monde est sur une trajectoire de numérisation. C'est l'ère de l'intelligence artificielle. Absolument. Donc, vaut mieux embarquer là-dedans, en tirer suivre la marche du monde. Voilà, créer de la valeur plutôt que de la résistance. Absolument. Mais nous sommes des êtres humains et nous connaissons la résistance au changement. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal, mais ça va se faire. À un moment donné, les êtres humains vont lâcher prise et le changement va se faire. Donc, pour revenir à l'intelligence artificielle, écoutez, ça fera disparaître certains types d'emplois, mais ça va créer de nouveaux emplois. C'est ça. Et ça va créer des emplois qui ont beaucoup plus de valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises qui émergent dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et ce qui est merveilleux dans l'intelligence artificielle, c'est que ça s'applique dans tous les secteurs de la vie. Absolument tout. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire en tant qu'êtres humains avec l'intelligence artificielle.
Il n'y a pas de limite aux problèmes que nous pouvons résoudre avec l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Donc, si vous me permettez, je veux juste intervenir par rapport au virage numérique. Au virage numérique, oui, je pense que j'en ai parlé brièvement. Peut-être que le temps ne nous permet pas de creuser en profondeur, mais je voulais parler par rapport au tailleur qui est intervenu et que vous lui avez parlé d'anticiper la demande. Je pense que ça, c'est aussi une stratégie à développer. C'est que même en tant que tailleur, si vos clients ne viennent pas vers vous pour anticiper la demande, c'est à vous de développer des outils pour amener vos clients à anticiper la demande. C'est à vous de faire des promotions de rabais pour les clients qui, par exemple, vont passer leur commande de vêtements 2 mois avant la Tabaski, par exemple. Et si vos clients sont au courant que s'ils passent leur commande 3 mois avant la Tabaski ou la Korité, ils ont un rabais important, vous venez de stimuler la demande. Donc, c'est ça. En tant qu'entrepreneur, c'est vraiment à vous de faire preuve de créativité, preuve d'innovation pour stimuler la demande et pour vendre. Parce que vous êtes là pour vendre. Vous êtes là pour faire rentrer de l'argent dans vos entreprises. Et la vente, c'est important. Donc, c'est vraiment important. Je voulais aussi m'exprimer par rapport à l'intervenant qui a parlé de l'école et des entrepreneurs qui n'ont pas fait l'école. Ça n'a aucune importance. C'est ça. Vous savez, le monde est plein d'opportunités. Tout le monde peut réussir. Il suffit d'avoir l'idée de génie, la bonne idée, d'être déterminé, de ne jamais abandonner, d'être créatif, d'innover pour réussir. Donc, ça appartient à tout le monde. Je vais vous donner l'exemple de Henry Ford. Tout le monde connaît Henry Ford, le grand inventeur américain, fondateur d'une multinationale de l'automobile. Il n'a presque pas été à l'école. Et ce qu'il a fait, c'est s'entourer de personnes qui ont été à l'école, s'entourer de personnes qui ont pu développer son entreprise. Donc, en tant qu'entrepreneur, et aussi plein d'autres exemples au Sénégal, vous ne pouvez même pas compter sur le bout de vos doigts les entrepreneurs sénégalais multimilliardaires qui n'ont pas de diplôme. Il y en a plein, ça court les rues. Donc, c'est la preuve qu'il ne faut pas se mettre des obstacles. Il n'y a pas d'obstacle parce qu'un entrepreneur ne doit pas voir des problèmes. Mais les problèmes, il faut les remplacer par le mot opportunité, possibilité. Comment changer les difficultés en force? En force et en opportunité, c'est ça. Madame? Donc voilà, en matière de numérisation, je peux donner aussi le virage numérique, l'exemple du coach de M. Seydina Limamoulaye, qui a eu le réflexe de se dire, écoute, je présente mes services en ligne, je vais aller développer de nouveaux marchés. C'est ça, la clientèle habituelle qui ne répond plus à cause de la crise, c'est le moment opportun pour aller explorer de nouveaux marchés, chercher de nouveaux clients et offrir différemment nos services. Et je pense que c'est ça qu'il a fait en développant le coaching en ligne. Et c'est une stratégie gagnante. Bien sûr. Donc, Madame Sidibé, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais c'est vraiment vous pouvez en tout cas intervenir chaque fois que de besoin. Il y aura certaines questions qui vont suivre sur lesquelles on aura besoin de votre expertise. Vous êtes déjà directrice générale de BFK. Qu'est-ce que vous faites exactement comme activité? Internationale. Chez BFK International, nous sommes une entreprise de services de développement durable. Nous intervenons dans le secteur des énergies renouvelables. Nous organisons des formations, de l'appui technique et nous sommes dans le secteur de l'entrepreneuriat vert aussi. Donc, c'est vraiment, nous sommes en plein dans le développement. Et vous êtes basé au Canada? Nous sommes basés au Québec. Au Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bintaba. Vous restez encore avec nous et on retient pour les jeunes entrepreneurs qui ont pris la parole, les précieux conseils de Madame Bintaba, réinventer l'offre de services, segmenter le marché, c'est-à-dire en visant l'excellence. Quand on segmente le marché, on vise l'excellence. Et c'est ce que Sendawal a fait. Les connaissances, la confiance, c'est important quand on est dans l'entrepreneuriat. Il faut prendre en compte les virages numériques, l'intelligence artificielle. Beaucoup sont là-dedans.
anticiper la demande, les opportunités, il faut savoir les saisir et parfois même les créer, c'est-à-dire changer les difficultés, les forces en opportunités, c'est bien possible. Amadou Tidiane Ly, vous êtes dans le digital. On va revenir à vous, Arfan Sonko de Senbio Agra, Martar Sall InTouch. Alors, il y a mon réalisateur, Mohamed, lui, il est très anglophone. Il me dit, on ne dit pas InTouch, c'est en anglais, on dit InTouch. Moi, je suis très francophone, hein? C'est InTouch, mais bon, c'est InTouch. Martar Sall le précisera. Vous avez écouté les conseils de Madame Bintaba. Amadou Tidiane Ly, vous qui êtes dans le digital, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces conseils? Est-ce que vous les partagez tous ou bien? Oui, bonjour, madame. Je vous remercie. Je salue aussi le DG de l'ANPEJ, aussi au recteur de l'université et aux chers panélistes qui sont là. Voilà, junior que senior. Voilà, je me suis dit que même en entendant les interventions des panélistes juniors, normalement, je devais me situer au niveau de l'autre camp. Voilà, comme junior. Parce qu'avec leur capacité de résilience qu'ils ont montré, voilà, on a su que c'est vraiment des gens qui ont eu de l'expérience et qui ont une capacité à réagir vite. Parce que c'est vrai que c'était très difficile et que les défis qu'ils avaient eus aussi, nous tous, nous l'avons eu dans nos entreprises respectives. Donc, eux, peut-être qu'ils ont été très clairvoyants même, peut-être que même nous, on n'a pas su faire mieux. Oui. Voilà, donc pour les encourager à leur dire qu'ils sont sur la bonne voie. Oui, mais Amadou Tidiane, vous avez commencé d'abord junior avant de devenir senior. Et ça, c'est un aspect qui va vraiment intéresser notre coach, Seydina Limamouka. On sait que la principale difficulté des startups, elle est financière. Le directeur général de l'ANPEJ l'a reconnu parce que tous en ont parlé. Les banques sont traditionnellement réticentes car l'entreprise à laquelle elles font face est souvent informelle et n'a pas de garantie nécessaire pour obtenir un financement. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'il faut repenser le modèle de financement? Oui, tout à fait. Vraiment, je pense qu'il faudrait qu'on repense à ce modèle de financement. Parce que même qu'il s'agit du côté des start-upers qui ont vu des activités, qui mettent sur pied des activités nouvelles, ont d'autres types de défis que les banques classiques ou les financements classiques ne pouvaient pas prendre en compte. Donc aujourd'hui, nous avons d'autres défis qui sont là. Je pense qu'il faudrait qu'on voit comment réorienter le financement là aux différents. Monsieur Sonko, bonjour. Bonjour. Alors, sur la question du financement, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Tout d'abord, je remercie tout le monde, le directeur de l'ANPEJ, le recteur de l'UCAT et Madame Bintaba qui a bien représenté ici vraiment, je dirais, les femmes. Voilà. Maintenant, pour répondre directement à la question des financements, c'est vrai que c'est la casse-tête pour tout entrepreneur. Mais comme on a démarré tous, un entrepreneur, tu dois te dire que même avec 0 franc, tu dois démarrer. Même avec 0 franc, tu dois démarrer. Il ne faut pas que les entrepreneurs, les jeunes, se focalisent toujours sur le financement pour démarrer les activités. Il y a des choses qu'on peut faire à 0. À 0 franc, on démarre. Et de plus en plus, ça vient. Les appels d'offres, les appels à la candidature, les appels à projet sont là. Tu postules et tu auras la chance d'être parmi les lauréats. Au cas contraire, pourquoi pas ne pas faire des financements au niveau familial, par exemple. Il y a par exemple certaines familles, certains entrepreneurs en Europe, par exemple, qui se sont fait financer par leur famille. Par exemple, au niveau de la famille, toi, tu as un projet, tu présentes à ton frère, tes cousins, etc.
tes connaissances. Voilà, l'autre te dit, voilà, je te donne 200 euros, l'autre te donne 500 euros, etc., etc., tu peux démarrer. Et il ne faut pas que, voilà, parce que les banques, il y a pas, je ne vois pas une banque qui va dire que, voilà, je vais financer quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Donc, le financement d'abord, on doit financer, même si tu dois financer, il faudrait d'abord que la personne à qui tu vas financer ait quelque chose sous la main. Tu dois avoir au moins quelque chose qui te dit que, voilà, si je finance lui, il va faire des chiffres d'affaires. Et tout ça, ça dépend de l'entrepreneur aussi. Si on voit, par exemple, entre deux entrepreneurs, un entrepreneur qui a démarré son entreprise, son business, et un autre qui a qu'une idée de projet. Si on dit à une banque, finance, parmi les deux, tu finances un, il va financer certainement, la banque va financer celui qui a démarré. Donc, il ne faut pas que, voilà, les jeunes, les aspirants entrepreneurs se focalisent toujours sur le financement pour démarrer les activités. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs sénégalais aujourd'hui qu'on connaît qui sont aujourd'hui des millionnaires qui ont démarré avec. Certains vont te dire que moi, j'ai démarré avec 10 000 francs, avec quelques poussins, etc. Et aujourd'hui, ils ont des groupes. Donc, la question de financement ne peut en aucun cas être un obstacle fondamental pour tout entrepreneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arfan. Je rappelle quand même que ce webinaire organisé par l'ANPEJ sur la relance et le développement des très petites et moyennes entreprises et très petites et moyennes industries est diffusé en direct sur Zoom, mais aussi dans le cadre du partenariat entre l'ANPEJ et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une grande salle est mise à la disposition des étudiants et des jeunes qui n'ont pas l'opportunité de se connecter sur le panel qui est également transmis en direct sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et c'est important que l'ANPEJ ait pensé parler de ces très petites et moyennes entreprises, de ces startups, parce que tout simplement, dans un contexte de crise de l'emploi, ces PME, PMI offrent des opportunités d'emploi à la grande majorité des jeunes, surtout dans nos pays, face à l'impossibilité des États à garantir un travail décent et correctement rémunéré à cette frange quand même très importante de la population. Ces PME, PMI collaborent beaucoup avec les grands groupes. Et ces derniers, qui n'avaient pas beaucoup anticipé les effets négatifs de la crise, en ont profité pour rompre certaines collaborations. Et cette situation est préjudiciable pour les jeunes pousses. D'où la nécessité de trouver des partenaires solides en temps de crise. Comment s'y prendre? Monsieur Martar Sall de InTouch, au lieu de InTouch. Monsieur Sall. Me donner la parole, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, la connexion est bonne. Excellent. Alors moi, j'aimerais tout d'abord vous présenter InTouch. Donc InTouch a été créé en 2014 par monsieur Omar Cissé. Et donc nous sommes donc agrégateurs de moyens de paiement financier. Donc nous avons intégré tout ce qui est Visa, Mastercard et tout ce qui est donc les opérateurs de mobile money, donc tout ce qui est Orange Money, Free Money, etc. Nous distribuons ces services-là au niveau d'un device que nous mettons à disposition dans des points. Donc actuellement, InTouch est présent dans 7 pays. Nous avons plus de 18 000 points. Donc InTouch a été créé pour ambition pour vaincre et aider à l'inclusion financière des jeunes et des femmes en Afrique. Donc dans le cadre maintenant du projet que nous avons avec la Fondation Mastercard, donc le projet 10 000 Tambar, nous avons pour ambition de recruter 10 000 emplois donc, pour les jeunes et pour les femmes âgées entre 18 et 35 ans au Sénégal à l'horizon 2023. Donc, dans ce contexte, nous savons très bien qu'il est assez important donc, pour le projet de pouvoir apporter
bien plus que de demander au niveau des entrepreneurs, parce que nous avons compris qu'avec la COVID, que la digitalisation était très importante et surtout était passée en priorité pour tous les entrepreneurs, comme pour tous les types d'entreprises ou associations à but non lucratif, etc. Donc, il était très important de pouvoir réunir tous les acteurs donc, du service financier avec le service public et avec, bien sûr, la grande majorité donc, de la population sénégalaise, donc c'est 75% de jeunes. Donc, dans cet objectif-là, nous avons pour ambition donc, de mettre à disposition notre plateforme donc, du guichet unique, InTouch, qui permettrait donc, de pouvoir réaliser 3 différentes activités. Donc, nous, essentiellement, ce que nous faisons donc, de la distribution, de l'agrégation de moyens de paiement. Donc, nous acceptons tous les moyens de paiement au niveau d'un point de service ou bien d'un site de e-commerce. Et nous utilisons également les réseaux sociaux avec des liens de paiement que nous pouvons envoyer. Nous sommes agrégateurs de services digitaux. Donc, ça, c'est tout ce qui est Canal+, Sen'O, tous les services de transfert d'argent, donc Ria, Western Union. Nous sommes également en discussion avec Wave. Nous avons également des partenaires donc, du service bancaire, donc tout ce qui est UBA, EcoBank avec leurs cartes prépayées. Et enfin, nous sommes créateurs de services à valeur ajoutée. Est-ce que ANPEJ fait partie de vos partenaires? Je ne voulais pas le crier sur les toits, mais je pense que M. Gana Cissé a l'historique un peu des discussions qui ont déjà démarré depuis 3-4 mois. Très bien. Donc, pour nous, aujourd'hui, il est assez important d'appuyer l'ANPEJ dans la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, sur l'appui, bien sûr, des entrepreneurs, sur l'aide à la formalisation donc de tous ces entrepreneurs aujourd'hui. La formalisation qui est un gros défi pour les entrepreneurs. Voilà, je pourrais rentrer plus dans les détails au niveau de la convention, mais essentiellement, le volet formalisation, le volet subvention, le volet formation et le volet accompagnement est prévu dans le cadre d'une convention en rédaction avec l'ANPEJ pour permettre donc, que 10 000 Djambars puissent être recrutés à l'horizon 2023. InTouch met à disposition donc, sa plateforme qui réunit donc, tous les services digitaux qui sont présents au Sénégal, mais également aujourd'hui tous les services de transfert d'argent internationaux également. Nous avons la possibilité de pouvoir nous engager sur le marketing et sur le branding de tous les points aujourd'hui de service. Nous avons compris 2 choses. Nous nous sommes dit, aujourd'hui, il y a 2 différentes cibles. Vous avez les jeunes, les femmes, donc qui représentent 30% de l'objectif global. Vous avez ceux qui ont déjà des business, donc le boutiquier du quartier, la coiffure, etc. Et nous avons aussi les marchands ambulants. Nous avons prévu de mettre à disposition donc, différents kiosques mobiles sur place avec le branding, la formation, la formalisation de ces points et l'accompagnement sur le fonds de roulement, permettant à un point qui faisait que de la vente de couture, par exemple, puisse également gagner et complémentariser ses revenus à l'aide de services digitaux que nous pouvons mettre à disposition sur un seul device. Donc, sur le principe, il y aura différentes conditions qui vont être mises en place au niveau de l'ANPEJ. Mais pour nous aujourd'hui et pour ma propre expérience en tant que business développeur pour les nouveaux marchés en Afrique, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est l'inclusion financière. Et tout à l'heure, nous avions donc Madame Ba qui nous disait que l'intelligence artificielle était mise à l'accent, mais je pense que c'est plutôt le taux de pénétration du téléphone. Je considère qu'un téléphone, dans tous les foyers, nous avons des téléphones. Passer par le téléphone permettrait aujourd'hui de pouvoir inclure financièrement une panoplie aujourd'hui de populations qui étaient exclues. Vous avez les services de l'assurance, vous avez les services de bourse, vous avez les services de paiement, vous avez les services de e-commerce, vous avez tous ces services-là qui peuvent être réunis dans un seul service, dans une seule application web. Et pour ceux qui font donc du paiement au niveau des sites de e-commerce, vous avez la possibilité d'accepter tout ce qui est paiement international avec Visa, Mastercard, etc. Donc pour nous, la solution, elle repose sur utiliser les meilleurs supports qui sont présents dans nos pays, c'est-à-dire les téléphones. Le taux de bancarisation est de 20%, mais le taux de pénétration du téléphone est à 75%, voire 80%. C'est là l'accès aujourd'hui que nous pouvons mettre pour former, pour accentuer aujourd'hui la création de business et pour surtout utiliser ce qui existe déjà en Afrique de l'Est. Car si vous comparez l'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique de l'Est, au niveau de la digitalisation, ils en sont à un autre niveau. Prenez l'exemple du Kenya avec la solution M-Pesa.
qui réunit 90% de tous les services financiers du pays. Vous pouvez le payer avec M-Pesa. L'achat de crédit, d'Internet, bénéficier de microcrédits, voire de nanocrédits. Tout ça, en fait, peut être mis en place grâce à des solutions téléphoniques, mobiles, qui permettent vraiment de pouvoir aujourd'hui promouvoir, en tout cas, ou complémentariser les revenus des entrepreneurs et permettre aussi, bien sûr, la création de nouveaux emplois. Pour nous, c'est ça. Tout repose aujourd'hui sur vraiment la formation, la formalisation, l'éducation financière à l'entrepreneuriat et surtout, le plus important, la formalisation de ces points-là. Tout à fait. Dans ce cadre-là, vraiment, je pense que l'ANPEJ va revenir dans les détails. Oui. Mais je peux aussi vous donner plus de précisions si le temps le permet. Oui, si le temps le permet, bien évidemment, parce qu'on va bientôt faire 3 heures de temps depuis le temps qu'on est ensemble. Là, je ne voulais pas vous couper parce que ce que vous étiez en train de développer, c'est très intéressant et il s'agit ici d'échanges d'expériences entre jeunes pousses et vraiment entrepreneurs aguerris comme vous, comme Arfan, Amadou Tidjane, avec sa connexion qui lui joue des tours là, et certainement qu'on va écouter la vidéo, suivre la vidéo du professeur avant. Mais un mot sur la question que je vous avais posée, c'est-à-dire la nécessité également de trouver des partenaires solides en temps de crise. Alors, vous, InTouch, apparemment, vous n'avez pas beaucoup de problèmes à ce niveau. Essentiellement, nous avons eu à participer à, vous savez, la clientèle d'InTouch ou bien les différents partenaires d'InTouch sont aussi du service public et donc notamment des ONG à but non lucratif. Il a été question de pouvoir collecter des dons, de pouvoir donner, distribuer des dons également, donc que ce soit financiers sous forme de coupons ou sous forme donc, de transfert d'argent. InTouch, en sa qualité d'expert donc dans le service de transfert, a une solution de paiement qui s'appelle le Bulk, qui a permis de pouvoir subventionner, de pouvoir collecter énormément de financement lors de la Covid, permettant de pouvoir aider la ville de Dakar ou d'autres partenaires de la collectivité territoriale à pouvoir simplement distribuer les dons et subventions qu'ils ont eu à faire. Donc, ça a permis qu'au niveau de leurs locaux, il n'y avait plus la queue pour qu'ils puissent venir récupérer leurs dons, leurs subventions, mais cela leur a permis de pouvoir donc recevoir à travers les différents téléphones ou les opérateurs leurs subventions. Donc, ça, c'était vraiment pour un premier volet. Pour l'accent aujourd'hui vraiment du financement, moi, j'aimerais répondre également à la question du financement. Il a été question beaucoup, vous savez, d'identification aujourd'hui des bénéficiaires et de critères de sélection. Et tout ça a été très considéré comme exclusif et vraiment pas assez égal. Nous avons compris aujourd'hui, donc par le regroupement peut-être de personnes ou d'entreprises ou d'entrepreneurs ou de très petites moyennes entreprises, qu'il était plus facile d'obtenir déjà des microfinancements groupés. Sur la partie maintenant de notre solution, nous avons un reporting pour chaque transaction qui permet aujourd'hui à l'entrepreneur de pouvoir savoir exactement qu'est-ce qu'il a gagné, combien d'argent il a mis et aujourd'hui quel est son fonds de roulement, quelle activité il peut réaliser en plus, il est où le besoin aujourd'hui de financement plus précis. Donc, comme aujourd'hui une collecte de données que vous pouvez avoir, c'était assez intéressant de savoir qu'en collectant toutes les données, vous pouvez faire une meilleure stratégie. L'appareil, la solution d'InTouch vous permet d'avoir un reporting en temps réel, permettant à l'entrepreneur de pouvoir savoir exactement combien il gagne, combien il va pouvoir réinvestir ou bien dans son activité de transfert d'argent ou bien dans son activité principale qui lui permettait à la base d'être considéré comme entrepreneur. D'accord. Est-ce que parmi les panélistes seniors, est-ce que monsieur, comment il s'appelle encore, monsieur Amadou Tidjane Ly, vous avez réglé maintenant votre problème de connexion Internet? Vous êtes dans le digital et votre connexion Internet ne marche pas correctement, c'est quand même un peu bizarre, non? Mais Madame Bintaba, vous aviez parlé à un moment donné de connaissances, de s'informer, etc. Les jeunes entrepreneurs ont besoin de s'informer, de se renseigner pour prévenir ou remédier à un événement non heureux, disons à une crise comme la COVID-19, ce qui leur permet de mieux maîtriser l'environnement afin d'en réduire les incertitudes. Dans notre environnement au Sénégal, quelles sont les forces externes sur lesquelles les TPME, TPMI doivent rester vigilantes pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de veille en une stratégie organisationnelle? C'est une
excellente question. Moi, je pense que c'est vital, c'est fondamental, c'est nécessaire pour la survie de leurs entreprises. Je pense que s'il y a une chose que la crise nous a apprise, c'est que la crise a renforcé l'isolement. Donc, il y a des entrepreneurs qui travaillent en silo, qui travaillent isolés, qui sont dans leur moule, dans leur carcan. Et pour ces entrepreneurs-là, par exemple, c'est sûr que la crise va être beaucoup plus dure pour eux. Donc aujourd'hui, c'est carrément fondamental de s'ouvrir à l'extérieur pour voir quelles sont les stratégies qui fonctionnent, s'en inspirer, pour chercher des connaissances par rapport à son marché et par rapport à ses vis-à-vis. Parce que vous savez, le succès de l'entrepreneur, c'est aussi de voir comment ça s'appelle, son industrie. Dans votre industrie, vous devez savoir qu'est-ce qui se fait le mieux. Et vous ne pouvez pas le savoir si vous ne sortez pas. Donc, il faut réseauter. Il faut réseauter, il faut sortir vraiment de son train-train quotidien pour aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Si vous êtes en tailleur ou vous êtes dans la restauration, allez voir ceux qui sont dans la restauration, les tailleurs, comment est-ce qu'ils font. Donc, moi, je pense qu'en entrepreneuriat, on encourage à copier ce qui se fait ailleurs, mais à le faire mieux. Le branding? Le branding. Il faut toujours voir qu'est-ce qui se fait dans son secteur d'activité et l'améliorer, aller au-delà de l'offre de services qui existe. Et on ne peut pas se surpasser, faire mieux que les autres si on ne sait pas qu'est-ce que les autres y font de mieux. Et nous avons parlé de partenariat, chercher des partenaires. Les partenaires, on ne peut pas les trouver si on s'enferme dans notre train-train quotidien. Il faut sortir. Il faut réseauter, il faut participer à des forums, à des webinaires en ligne, selon nos secteurs d'activité. Et c'est dans ces activités en ligne qu'on rencontre d'autres entrepreneurs, qu'on voit de nouvelles façons de faire, qu'on voit des nouvelles stratégies et qu'on entre en contact aussi avec de potentiels partenaires et de potentiels clients. Donc, il faut vraiment briser l'isolement en temps de pandémie et quand on est entrepreneur. Alphonse Sonko, vous êtes à Senbio Agra, comme son nom l'indique, j'imagine que vous êtes dans l'agriculture. C'est pas Senbio Agra, mais c'est Senbio Agro. Senbio Agro. Voilà. Ouais, nous sommes. J'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin, hein, contrairement à Martha Sall. J'ai pas pris mon petit déjeuner vraiment. Comment? J'ai pas pris le petit déjeuner ce matin, contrairement à Martha Sall. Ah, d'accord. Voilà, nous, c'est Senbio Agro. Nous intervenons dans l'agriculture, notamment dans la transformation agroalimentaire. Bon, juste pour un petit rappel, je suis spécialiste en protection des cultures. Je suis un pur produit de l'UCAD, voilà, du département de biologie végétale. Et en tant que aussi jeune chercheur, parce que bon, j'ai eu un doctorat dans ce domaine. Et nous sommes engagés dans l'entrepreneuriat. Et ça doit donc vous intéresser quand le recteur de l'université, dans son mot de bienvenue, parlait des problèmes que la COVID-19 a posés à nos États. Et il a évoqué le cas des exportations. Nous avons des économies vraiment extraverties. On dépend trop de l'extérieur. Je ne sais pas, est-ce que votre structure Senbio Agro travaille pour, par exemple, améliorer la qualité des cultivateurs, améliorer la qualité de leurs semences, ou bien pour avoir des productions en qualité et en quantité tout simplement. Du point de vue de la recherche, comment vous appuyez les autres jeunes entrepreneurs qui sont dans l'agriculture? Voilà, nous, notre structure, nous évoluons dans le domaine de la formation, de la consultance, mais aussi on a mis en place un produit. Donc, je vais revenir sur ce produit. Maintenant, pour ce qui est du volet de la formation, en milieu rural, par exemple, nous formons les producteurs dans une dynamique d'agriculture durable, c'est-à-dire une agriculture qui va utiliser moins de produits chimiques, une agriculture qui
qui va permettre aux producteurs aujourd'hui de passer d'une étape conventionnelle à une étape durable. Mais aussi, ça ne se limite pas seulement aux agriculteurs, mais aussi nous formons aussi les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans la production agricole, dans la production maraîchère, etc. Donc, à ces jeunes-là, nous faisons des offres de formation de courte durée qui vont les permettre d'avoir les bagages nécessaires pour démarrer les activités de production maraîchère. Et revenons à notre produit. Nous avons mis en place un produit, c'est-à-dire une farine enrichie pour les enfants, d'autant plus qu'on voit au Sénégal, on aime trop importer des produits pour nos bébés surtout. Oui. Et nous, on a dit, ben, pourquoi pas ne pas penser à mettre en place un produit infantile qui va être constitué d'ingrédients locaux, c'est-à-dire le mil, le maïs, le niébé, l'arachide, etc. Avec toutes les céréales. Voilà, tous ces produits agricoles-là que nos producteurs produisent ici, et parfois ils ont des difficultés pour vendre. Pour les écouler, tout simplement, parce que la chaîne de valeur également n'est pas très bien exploitée. Quand je vois par exemple l'exemple du moringa, depuis un certain temps, maintenant ça commence à entrer dans nos mœurs au Sénégal, on parle de moringa, alors que c'est une plante millénaire qui existe chez nous, que les grandes organisations dans le monde entier et c'est facile à reproduire. Pour lutter contre la malnutrition des enfants, que l'Afrique est le plus grand nombre d'enfants malnutris, alors qu'on n'ait jamais pensé à exploiter les vertus du moringa, ça pose problème. Donc voilà, c'est avec ça qu'on s'est dit que mais pourquoi pas ne pas faire notre produit local à nous, vu que nous, en Afrique, on a nos réalités. C'est pour cela, le Tout-Puissant nous a donné du mil, du maïs, etc., etc. Il ne nous a pas donné du blé. Le fognon aussi, il ne faut pas oublier le fognon. On a aussi le fognon. On a aussi le fognon. Donc, si aujourd'hui, on n'a pas de blé en Afrique, au Sénégal particulièrement, on doit se dire que ce qu'on a ici, ça répond à nos exigences. Ça répond à nos exigences en termes climatiques, par exemple. Parce qu'on peut dire que, bon, les Chinois, ils disent que tout ce dont un peuple a besoin pour se soigner, c'est dans sa localité que ce peuple-là va trouver ça. Maintenant, c'est avec ça, notre produit aussi, dans le produit, on a mis du moringa. Parce qu'on se dit que la malnutrition gagne le terrain en Afrique. Et que les produits que nous aimons trop importer pour le Sénégal, à un certain moment donné, bon, il peut y avoir des problèmes, des contraintes. En fait, on ne sait même pas ce que nous consommons et qui vient de l'export. Parfois, il y a des produits qu'on trouve sur les grandes surfaces, il n'y a pas d'étiquette, on ne sait pas quel produit est mis là-dedans, etc. Et il y en a beaucoup. Je suis d'accord avec vous par rapport à la formation, etc. Mais le gros souci que nous avons, Monsieur Arfan, c'est la chaîne de valeur. Il faut valoriser nos produits. Comment les valoriser? Je crois qu'on a eu ici l'exemple, ceux qui sont bien plus âgés comme moi, ont connu l'exemple du pain à base de mil. On a essayé de consommer, mais ça n'a pas pris. Le pain riche, parce que ça n'a pas pris, parce que tout simplement, il y avait des questions d'habitude, il y avait des questions sociologiques, on était plus habitué au pain à base de blé. Peut-être que quand tu consommes le pain à base de blé, tu es sur un autre niveau. C'est plus important que de consommer le pain à base de mil. Et souvent également, le pain à base de mil était mal fait parce que tout simplement, le mil n'avait pas été correctement traité et il y avait du sable. Ce n'était pas agréable. On a tenté avec rouille Khalel également. N'oubliez pas ces produits-là. Et même quand vous allez, maintenant, il y a de plus en plus d'améliorations dans ces produits locaux. Il faut l'accepter. Mais quand vous allez aujourd'hui dans les grandes surfaces, je ne peux pas citer de nom pour ne pas faire de publicité, mais même ces produits locaux que nous avons et qui sont maintenant mieux traités, mieux conditionnés sur les étagères, ils sont derrière ou tout à fait en bas. On ne les met pas en valeur.
Les publicités sur les panneaux publicitaires, c'est des produits qui viennent d'ailleurs que l'on passe dans les publicités. Je crois que Mme Bintaba est en train de lever la main. Elle veut dire quelque chose par rapport à ça? Oui, c'est ça. En fait, je voudrais intervenir par rapport à ce point. Moi, je pense que il va falloir qu'en tant que pays, qu'on commence à développer une communication, une vraie communication autour de nos produits locaux. Et c'est ça que font tous les pays du monde. Ils valorisent leurs produits, communiquent autour de leurs produits pour encourager les populations à adopter les produits locaux. Et ça, par exemple, nous l'avons vu ici au Québec avec la crise du COVID. Je pense que c'est le recteur qui a parlé de la sécurisation des sources d'approvisionnement. Vous savez que quand la COVID a frappé, il y a eu un arrêt des activités et des ruptures de stock un peu partout. Donc, étant donné qu'il y avait des ruptures de stock et les produits importés coûtaient beaucoup plus cher, il y a eu une campagne médiatique au Québec pour encourager les Québécois à consommer local. Absolument. Et puis aussi, il y a un mouvement citoyen qui est derrière. Et moi, j'aimais le message que j'entendais ici. Et le message, c'était quoi? C'était « Soutenons nos agriculteurs locaux ». Un message de soutien, un message de solidarité. Et ça, les gens réagissent par rapport à ça de façon positive. Moi, je pense que c'est le genre de communication qu'il faut développer dans nos pays africains pour appeler nos concitoyens à être solidaires entre nous. Soyons solidaires. Moi, si je mange mon pain de mil, je soutiens mon frère qui a cultivé le mil, qu'il a vendu à un prix qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille. Et je n'ai pas acheté le pain de blé parce que le blé vient d'ailleurs. Et en achetant le pain de blé, je mets mon argent dans les poches d'un cultivateur européen ou américain. Je préfère mettre mon argent dans les poches de mon frère qui habite à Koungheul ou ailleurs parce que je sais que je contribue à son développement. C'est des messages vraiment forts comme ça qu'il faut développer dans nos pays pour vraiment inviter nos concitoyens à se soutenir mutuellement. Merci beaucoup, Madame Bintaba, pour cette contribution. Alors, Madame Bintaba, en tant que l'une des grandes partenaires de ce webinaire, de l'ANPEJ, nous allons vous laisser le soin, à la fin du panel, de vraiment faire le point pour clôturer. En attendant, nous allons donner la parole à Arfan Sonko pour qu'elle continue sur sa lancée, ce qu'elle était en train de dire. Donc, le mot de clôture, ce sera l'affaire de Madame Bintaba, plus des synthèses de quelques grands discours qu'il a entendus. Voilà. Arfan? D'accord. Je vais continuer parce que bon, ce que vous venez de dire, c'est tellement vrai que nous, aujourd'hui, au Sénégal, la plupart du temps, avec nos produits locaux, on ne les valorise pas. En fait, la chaîne de valeur, ce qui va de la production à la consommation, à un certain niveau, ça bloque. C'est au niveau de la transformation, du processus de transformation. D'autant plus qu'ici, il y a des moyens pour faire la transformation. Il y a la connaissance qui est là, mais il y a quelque part où ça fait défaut, c'est-à-dire le packaging. Ici au Sénégal, l'industrie de packaging, l'industrie d'emballage n'est pas très développée. Et du coup, les Sénégalais, la plupart des entrepreneurs qui font dans la transformation ont ces problèmes-là pour faire un bon package ou bien avoir de très bons emballages. Nous, ce qu'on a fait avec notre produit, d'ailleurs, j'avais oublié, pas oublié, mais je dois vous souligner que notre produit actuellement est sur le marché et non pas au niveau des grandes surfaces, mais dans les pharmacies. D'autant plus qu'au niveau des pharmacies, nous, on a dit qu'on va faire de notre produit un produit qui va aller sortir les produits occidentaux au niveau des rayons des pharmacies. Et parfois, dans des pharmacies où on part, notre produit se place en haut. D'accord. Et on laisse les produits à base de blé en bas. On met notre produit en haut. C'est vrai. Voilà. Juste pour dire qu'on a la possibilité, on a les ressources nécessaires pour que les produits qu'on fabrique ici soient les meilleurs produits vendus dans les espaces. Mais le problème se trouve aussi au niveau
Oui. Au niveau de la société, parfois, tu présentes un produit à quelqu'un, il te dit que le produit est victime de son prix. C'est quoi un produit victime de son prix? Tu as un produit qui est de la qualité hautement plus nutritive que le produit qui vient d'ailleurs. Du point de vue de la packaging, tu as un produit un package qui garantit la qualité de ton produit, et derrière ça, ils te disent que le produit est victime de son prix. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'autre côté un produit qu'ils ont tout le temps l'habitude de consommer, ou bien voilà, un produit qu'ils disent que c'est plus voilà, un produit qui vient d'ailleurs. Mais pour tous ces aspects-là aussi, comme l'a dit Mme Bintaba, elle a parfaitement raison, c'est l'aspect communication. Il faut davantage faire une communication beaucoup plus agressive sur nos produits locaux. Alors, Amadou Tidjane, il a disparu, hein? Il est où? J'espère qu'il n'est pas en train de manger quelque part là. Il avait des problèmes de connexion. C'est vrai que il est 13h, c'est l'heure du déjeuner, mais j'espère qu'il est encore là. Amadou Tidjane, alors vous qui êtes dans le digital, quel rôle vous pouvez jouer en tant que jeune entrepreneur pour régler ce problème de mieux valoriser nos produits? Ce serait faire vraiment d'une pierre deux coups. Le digital pourrait bien nous aider à ce niveau-là. Effectivement, je suis dans le digital, mais aussi je connais bien le secteur de l'agroalimentaire. Oui. Parce que j'ai cofondé également 2 sociétés qui évoluent dans ça. Il s'agit de Jaliba Agro qui commercialisait de l'eau et du groupe La Rosette qui transformait les produits locaux en jus et céréales qu'il portait. Donc, pour dire que vraiment, c'est un défi, hein, c'est un défi, parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a tous, on le sait, c'est un problème d'emballage et de réduction des coûts. Voilà, donc aujourd'hui, pour être compétitif, il faut qu'on puisse vraiment réduire les coûts de production, ce que les autres pays peuvent facilement faire. Malheureusement, ici, nous sommes toujours dans la fabrication un peu artisanale qui fait que nous sommes un peu lésés. Maintenant, la digitalisation aussi peut bien jouer son rôle dans la mesure où ça nous permet de bien digitaliser les services et de parfaire aussi la présentation. Voilà, donc on peut bel et bien utiliser ces canaux-là, présenter, communiquer au niveau de nos produits, communiquer sur nos produits au niveau international pour pouvoir toucher des cibles vraiment qui seraient intéressées par des produits un peu naturels, si je peux le dire ainsi. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est un combat. Aujourd'hui, je suis, en tant que aussi quelqu'un qui évolue dans le digital, j'ai ces mêmes défis-là. Donc, c'est ce qui me permet en même temps de pouvoir bien valoriser ces produits. D'accord. Et vous également, de InTouch, Marc Tarsal, vous avez un rôle à jouer à ce niveau? Oui, bien entendu, hein, pour vraiment poursuivre avec les commentaires de mon collègue digital. Nous accompagnons vraiment tous les acteurs aujourd'hui qui souhaiteraient utiliser des moyens en fait, de pouvoir digitaliser toute leur chaîne de valeur, que ce soit au niveau du paiement de leurs fournisseurs, que ce soit au niveau de la commercialisation de leurs produits sur leur site de e-commerce ou bien dans des points physiques, à l'accès également à certains services comme l'assurance, comme le paiement des factures, comme les banques, les institutions bancaires, les microcrédits, etc. Tout ceci doit permettre aujourd'hui à n'importe quel entrepreneur ou une personne à la sortie de son diplôme de pouvoir démarrer son activité, non pas en se disant qu'il a plusieurs démarches à faire, mais en centralisant un écosystème avec LandPage, on pourrait aujourd'hui vraiment accompagner, non pas que sur la formalisation, mais également sur l'activité, sur le suivi de l'activité et sur la gestion surtout. Vraiment, c'est tout le processus de l'activité, du début de la création à… Chaque acteur qu'on a entendu aujourd'hui a dit qu'il a d'abord formalisé, il a fait en fonction de ses fonds, après il allait chercher des business angels qui l'ont aidé, mais la plupart des entrepreneurs, même moi, hein, pendant la Covid, j'ai eu à arrêter de travailler pendant 3 mois et à faire du consulting pour des startups européennes qui voudraient s'installer en Afrique. Ouais. C'est pour dire que voilà, la résilience, elle est partout. Tout à fait. Et qu'il est possible pour chacun de pouvoir vraiment dans son réseau, en fonction de ses contacts, en fonction de ses moyens et de son métier, de son activité, pouvoir aujourd'hui vraiment complémentariser. Alors, j'ai remarqué que InTouch, vous avez vraiment investi le marché africain, le marché mondial.
Mais au niveau du Sénégal, est-ce que vous couvrez tout le territoire? Parce que l'autre gros problème que les startups ont actuellement au Sénégal, c'est également le défi de la territorialisation. On se rend compte que 97% des startups sont actuellement à Dakar. Au moment où on parle de décentralisation, désengorger, fixer les jeunes dans leur terroir, etc., etc. Pour l'immigration clandestine, par exemple, quand on voit ceux qui sont candidats au voyage périlleux, je n'ai pas les statistiques, hein, mais je crois que pour la plupart, ils viennent des régions de l'intérieur. Comment vous pouvez vraiment pénétrer ces zones-là pour davantage les soutenir? Oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, InTouch, nous avons 18 000 points dans le réseau total, dont, comme je disais, des réseaux indépendants, comme des pharmacies, des boutiques, mais aussi des marchands ambulants. Donc, l'idée d'InTouch, à travers le projet 10 000 Jamba, c'est de pouvoir travailler avec les collectivités locales, territoriales, au niveau du Sénégal. Oui. Nous avons compté 559 collectivités. Imaginez-vous juste si vous ouvrez 20 points dans chaque communauté, vous avez 11 000 déjà création d'emplois et 11 000 points digitaux où vous pouvez vraiment centraliser aujourd'hui tous les services financiers qui existeraient à Dakar, à Foundiougne, Gatako, là où c'est nécessaire, là où il y a un réel besoin. Donc nous, dans cette politique et dans cette démarche publique, et surtout non bénéficiaire que pour les entrepreneurs, nous visons vraiment toute la population sénégalaise, à savoir vraiment les jeunes et les femmes entre 18 et 35 ans, qui souhaiteraient vraiment aujourd'hui permettre à leur commune, permettre à leur entreprise, permettre tout simplement à la vie sociale aujourd'hui de leur commune, de permettre de pouvoir digitaliser tous les services qui pourraient exister à Dakar au niveau de leur localité. Et dans ce concept-là, que nous allons accompagner l'ANPEJ avec la Fondation Mastercard pour pouvoir vraiment, à l'horizon 2023, avoir nos 10 000 Jambars, Inch'Allah. D'accord. Alors, parmi vous, vous êtes donc les panélistes seniors et dans la liste des panélistes seniors, il y a le professeur Philippe Zogonin, professeur agrégé à l'Université du Québec, chercheur associé au l'APD. L'APD, c'est le laboratoire d'analyse des politiques de développement, partenaire également de l'ANPEJ. Malheureusement, actuellement, il est en train de donner des cours à l'université, mais il a tenu quand même, comme avec le recteur Amadou Alimbay, de participer. Il veut participer à ce webinaire et il a organisé une petite vidéo, en fait, une vidéo de 17 minutes. Alors, avec la complicité de Mohamed, est-ce qu'on peut écouter le professeur? En attendant, Madame Bintaba se prépare pour clôturer vraiment ce webinaire parce que nous avons fait 2h30, bientôt 3h. Philippe Zogonet, on va l'écouter. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Félix Zoning. Je suis heureux de pouvoir vous rejoindre dans le cadre de ce webinaire pour discuter d'une problématique qui est déjà en temps normal essentielle pour nous, le renforcement des capacités, la résilience, la survie de nos PME, dont en temps normal, c'est déjà une question essentielle, mais qui devient cruciale dans le contexte que nous connaissons. Alors, on a la chance que le continent résiste assez bien à la pandémie sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique, c'est toute une autre histoire. Et on a bien vu que la pandémie de Covid-19 n'avait pas des effets que sur les humains, que ça ne faisait pas mourir que les humains, mais que essentiellement ça pourrissait le tissu économique et puis ça créait une situation sans précédent. Alors, il va être question ici, dans le cadre de cette discussion que j'ai la chance d'avoir avec vous, de regarder quels sont les effets de cette pandémie-là sur nos entreprises, comment est-ce que les entreprises, nos entreprises qui sont des petites pour la plupart, des petites, très petites entreprises pour la plupart, comment est-ce qu'elles peuvent s'adapter dans le contexte, comment est-ce qu'elles peuvent se réinventer pour survivre à ça et éventuellement comment les pouvoirs publics peuvent les accompagner carrément. Alors, donc, c'est clair qu'en l'état actuel des choses, il est difficile de mesurer de façon précise l'impact complet de la crise sur les entreprises parce qu'on est encore dans la crise. On a peut-être fait déjà 8 mois dans la crise, mais ce n'est pas totalement terminé. On n'a pas encore le bout du tunnel complètement, donc difficile d'évaluer de façon complète les effets de la pandémie sur nos entreprises. Mais on peut déjà voir certains effets, on peut déjà identifier, apercevoir certains effets et on peut les documenter et on peut y apporter déjà une certaine réponse.
même si des études, des travaux se poursuivent, pour être capable d'avoir une vue d'ensemble de ce que la pandémie aura causé comme dégâts. Donc, il va être question ici, dans la présentation que je vous fais ce matin, de regarder 4 choses. Déjà, c'était quoi l'état des lieux de nos entreprises, de nos PME, de nos micro-entreprises avant la pandémie? Quels ont été les effets de la pandémie? Qu'est-ce que ces entreprises, à leur niveau, peuvent faire pour rebondir et surtout survivre déjà, parce qu'il faut déjà survivre pour rebondir après? Et puis, en 4e point, comment est-ce que les décideurs peuvent les accompagner? Quels sont les leviers sur lesquels il faut actionner? Donc, voilà les différents points sur lesquels on va axer cette présentation que je vous fais ce matin. Donc, il est question de résilience entrepreneuriale et de stratégie de relance à l'ère de COVID-19. Alors, première chose, il faut déjà regarder, c'est quoi la réalité de nos entreprises en temps normal, avant même la pandémie. Nos pays, pour la plupart, notre tissu économique est constitué à plus de 90% de petites et moyennes entreprises et même de très petites, de micro-entreprises. Et c'est quoi la particularité de ces entreprises-là? D'abord, ce sont des entreprises qui ont un financement qui en général est insuffisant. Ça, c'est un problème endémique pour nos entreprises. C'est un problème qui est constant. La difficulté d'accès au financement, le coût du financement qui est exorbitant, c'est un vrai problème. Nos PME ont également des problèmes dans la gestion de la trésorerie, des problèmes de planification. Ces facteurs figurent d'ailleurs dans le top 5 des facteurs d'échec de nos entreprises. Des entreprises qui vivent une très courte vie. On a déjà eu des études précédemment qui ont démontré que 3 entreprises sur 5 ne voient pas leur 3e anniversaire. Ça, c'est la réalité de nos PME, même avant la pandémie. Nos PME n'exportent pas beaucoup. Une étude en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest démontrait déjà que les micro-entreprises, les TPE, sont à peu près 9% à exporter, des PME à peu près 20-25%, et puis les moyennes entreprises, les petites donc à 25%, les moyennes à 35%, comparativement à 47% et plus pour les grandes entreprises. Donc, déjà, cette particularité de ne pas beaucoup exporter, ça c'est déjà une problématique. Et puis, ce sont des entreprises qui se diversifient pas beaucoup. Parfois, elles ont un seul produit ou un seul service, ou quelques produits ou services, et ont 3 ou 4 clients qui constituent 70% de leur chiffre d'affaires. Donc, il y a ce problème de diversification. Et bien entendu, ces entreprises sont informelles pour la plupart. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la crise? Avec la crise, quand on regarde le continent africain par rapport à d'autres régions du monde, on est le continent où les entreprises sont les plus affectées. On est le continent sur lequel les entreprises, et particulièrement les PME, TPE, sont les plus affectées. On a plus de 66% en moyenne par rapport à 55% de moyenne mondiale d'entreprises très affectées. Et quand on regarde les entreprises qui n'ont pas du tout été affectées, on n'a qu'1% en Afrique. Donc, globalement, on est la zone du monde la plus touchée sur le plan économique, même si sur le plan sanitaire, on résiste plutôt bien. Regardons maintenant en Afrique comment les entreprises sont touchées, mais par secteur d'activité. Vous allez remarquer que les entreprises industrielles, les entreprises manufacturières sont celles qui s'en sortent le mieux. Toutes les entreprises sont touchées, mais celles qui sont dans le secteur industriel ont connu moins de baisse de vente que celles qui sont dans le secteur agricole, qui elles aussi ont connu moins de baisse de vente que celles qui sont dans le secteur des services. Donc, les plus touchées sont celles qui sont dans les services. Alors, comment est-ce qu'on règle ça avec le portrait qu'on vient de voir? Alors, on pourrait facilement dire, oui, il faut que l'État subventionne les entreprises. Mais entre vous et moi, on sait que dans le contexte que nous vivons, ce n'est pas évident. La particularité, c'est que les solutions qui ont fonctionné ailleurs, les pays du Nord, les pays de l'OCDE, les pays du G20, ont tous débloqué un certain nombre de stratégies pour accompagner les entreprises. Mais ces stratégies-là, on ne peut pas juste les copier chez nous. On ne peut pas juste les transposer parce que ce n'est pas la même réalité. Nos États n'ont pas nécessairement la surface financière nécessaire pour accorder des subventions salariales, des subventions à l'exportation aux entreprises. Donc, on ne peut pas commencer à proposer cela comme solution parce qu'on sait bien que dans le contexte, ce n'est pas du tout évident. On pourrait également dire qu'il faudrait donner un congé fiscal à la plupart des entreprises, leur donner un peu de répit. Mais on sait aussi que là, nos États ont besoin d'argent parce que de la même manière que la pandémie frappe le secteur privé, les États aussi sont touchés dans les recettes qu'ils attendaient, dans un certain nombre de leviers qu'ils pouvaient actionner. Donc, ce sont des solutions qui pourraient faire recette ailleurs, mais qui, en l'état actuel des choses, seraient difficilement applicables. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des recettes locales. Il faut trouver des recettes compte tenu de nos particularités. Et là-dessus, il y a des travaux qui sont en train d'être menés. Mais en l'état actuel des choses, il y a
quelques éléments qui ressortent déjà. Il y a déjà quelques recettes qui ressortent, qui sont perçues, qui peuvent déjà être appliquées. Parmi les stratégies de résilience de ces micro, petites et moyennes entreprises, quelles sont celles qui peuvent déjà être appliquées par ces entreprises elles-mêmes? Avant d'attendre le secours de l'État, avant d'attendre le secours des décideurs publics, qu'est-ce que ces entreprises peuvent déjà faire à leur niveau? Je vous donne 3 éléments aujourd'hui qui ressortent très clairement des 8 premiers mois de ce que nous avons passé comme pandémie. La première chose, c'est le virage numérique. Comme vous l'avez vu, c'est difficile aujourd'hui de ne pas penser numérique. Avant la pandémie, aller dans la digitalisation, aller dans le numérique, c'était comme un atout. Aujourd'hui, ce n'est plus un atout. Il le faut si on veut survivre. Il faut définitivement développer des outils numériques. Aujourd'hui, c'est quasiment incontournable. Quand on regarde dans les 8 mois qui viennent de précéder, les petites, moyennes entreprises qui ont pu s'en sortir, celles qui faisaient dans le commerce électronique, sont parmi les plus résilientes et elles ont survécu. Alors, investir dans la digitalisation, s'impliquer dans le numérique, ça va permettre d'atteindre de nouveaux clients, ça va permettre d'offrir une nouvelle proposition de valeur qui va être distincte de celle que vous aviez précédemment. Et ça, c'est éminemment important dans le contexte d'aujourd'hui. Difficile de ne pas penser numérique, notamment quand on sait qu'il y a des barrières, notamment avec des questions de confinement. Dieu merci, dans nos pays, on n'en a plus beaucoup, mais si on devait retourner à ça, c'est ça qui a causé le plus gros problème parce que la plupart de nos entreprises avaient besoin de dealer physiquement avec leur clientèle. Plus de 75% des revenus provenaient de l'interaction physique avec la clientèle. Alors, quand il n'y avait pas d'interaction, ça posait un gros problème. Donc, le numérique, dans ce cas de figure-là, semble être une bonne solution. Un autre aspect, et non le moindre, c'est l'innovation. Définitivement, nos entreprises sont condamnées à innover maintenant dans un contexte qui est changeant comme celui-là. Personne n'imaginait il y a 10 mois qu'on serait là maintenant. Donc, elles doivent être innovantes et agiles. Elles doivent pouvoir se réadapter, se réinventer immédiatement. Elles doivent pouvoir se revirer de bord assez rapidement. Et ça c'est un aspect éminemment important. Parce que là, maintenant, il va être question de s'adapter. Il va être question d'adapter les activités pour répondre à des besoins qui sont urgents. Il va être question d'être à l'écoute, de voir ce qui se passe et de voir qu'est-ce qui est important là, maintenant, aujourd'hui, en ce moment, et d'être capable de rediriger ces activités vers ces domaines qui sont porteurs. Donc, on ne demande pas aux entreprises de régner leur objet social, de régner ce pourquoi elles ont été créées, mais de comprendre que dans le contexte, elles peuvent momentanément mettre en parenthèse ce pourquoi elles ont été créées et puis cibler des opportunités qui sont à leur portée compte tenu des atouts qu'elles ont, compte tenu de leurs infrastructures et de leur savoir-faire. Je donne un exemple. Avec la pandémie, il y a des entreprises qui étaient des entreprises qui fabriquaient des boissons, des liqueurs et tout, et qu'on ne consommait plus nécessairement dans la même quantité, qui se sont réinventées dans la production des gels hydroalcooliques pour les mains et ainsi de suite. Il y a des entreprises qui étaient dans le textile qui se sont réinventées dans la production de tout ce qui est masque, dans la production de tout ce qui est blouse et tout ce qui est uniforme du personnel de santé, parce que c'est ce qui est éminemment important dans le contexte. Il y a des entreprises qui fabriquaient des véhicules. Les gens circulent beaucoup moins, surtout dans les pays du Nord. Donc, ça fait que la production de véhicules est au ralentissement. Ces entreprises ont décidé de se concentrer dans la production de tout ce qui va être climatisation pour des établissements, puisqu'il est question aujourd'hui d'aérer considérablement un certain nombre d'établissements. Donc, il y a ce type de reconversion qu'on peut faire. Il y a par exemple sur le continent des gens qui faisaient du taxi et qui, à un moment donné, se rendant compte qu'on n'a plus la même clientèle, décident de se connecter avec des restaurants qui vont faire des services de livraison. Lesquels restaurants n'ont pas de service de livraison? Le taxi décide d'être le point de connexion entre la clientèle qui doit rester à la maison et le restaurant qui doit rester fermé parce qu'on doit avoir de la distanciation physique. Et ce faisant, on transforme l'activité, on essaye de suivi pour revenir plus tard à l'activité initiale qu'on avait. Donc, de plus en plus, nos entreprises doivent être agiles et innovantes. Un troisième point, et non le moindre également, c'est celui de la diversification. Le problème de nos PME, même avant la pandémie, c'est qu'elles sont concentrées parfois sur un seul produit ou un seul service, quelques produits, quelques services, et qu'elles ont seulement une poignée de clients. Alors, parfois, on a 2, 3, 4 clients qui font 70-80% de notre chiffre d'affaires. Quand on fait ça, c'est un peu comme si on est assis sur un tabouret avec un seul pied. Un tabouret, c'est bien quand on a 4 pattes. Si on a 4 pattes, on est beaucoup plus stable que si on a juste 2, 3 pattes. Donc, c'est important aujourd'hui pour nos PME de diversifier leur offre. C'est très important. Quand vous avez une offre diversifiée, c'est plus facile pour vous de rebondir quand on est face à une crise comme celle-ci. Si vous avez un seul produit, un seul service,
et que ça se trouve être parmi les produits ou services qui sont en ligne de la pandémie, dans ce cas-là, on se retrouve dans l'eau chaude. Donc, c'est important de développer de nouveaux marchés, de développer de nouvelles clientèles, d'offrir des choses nouvelles au marché qu'on avait déjà ou de développer un nouveau marché avec des produits précédents. Donc ça, ce sont les 3 premiers éléments qui peuvent ressortir des premiers mois de pandémie que nous venons de vivre et qui peuvent permettre à ces entreprises, à leur niveau, de développer des stratégies de résilience. Maintenant, au niveau des pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces entreprises-là? Premier élément, il faudrait qu'on renforce l'écosystème entrepreneurial. Les formations en entrepreneuriat qui se faisaient déjà doivent se poursuivre, doivent s'intensifier, parce que plus que jamais, c'est le moment de cultiver l'esprit entrepreneurial. Avec des entreprises qui ont des problèmes en ce moment, ce sont des emplois qui se perdent. Qui dit plus de personnes au chômage, plus de personnes sans emploi, ça suppose qu'il faut les recaser quelque part. Et pour les recaser, ça prend un esprit entrepreneurial. Dans les formations, ça se faisait déjà avant. L'accompagnement de l'entrepreneuriat, ça se faisait déjà. On devrait poursuivre. C'est plus que jamais le moment d'intensifier ces efforts-là. Il faudrait également qu'on investisse dans la formation, le renforcement des capacités des PME, peut-être pas dans des compétences générales, mais dans des compétences spécifiques où elles ont des besoins. On a évoqué tout à l'heure qu'il faut développer de nouveaux marchés. Parfois, c'est une expertise qu'elles n'ont pas, puisqu'on a vu que très peu de ces PME-là exportaient. Donc, il faudrait qu'on puisse renforcer leurs capacités, leurs compétences spécifiques dans des domaines d'accès aux nouveaux marchés, d'accès aux marchés extérieurs dans ces stratégies-là. Il faudrait que les pouvoirs publics fassent tout pour stimuler l'innovation, parce que définitivement, tout va se jouer là-dedans, dans l'innovation, la capacité à se réinventer, à s'adapter, à être agile. Il faudrait que les pouvoirs publics fassent tout pour stimuler, accompagner cette innovation-là. Et puis, bien sûr, en bout de ligne, il faudrait faire un soutien quand même ciblé à des PME. Même si on ne peut pas donner beaucoup d'argent à tout le monde, il faudrait peut-être regarder celles qui sont dans des domaines très porteurs, qui peuvent avoir le plus fort impact et puis fournir un soutien ciblé. Parfois, ce n'est pas uniquement de l'argent, parfois ça peut être d'ouvrir un carnet d'adresses, parfois ça peut être de les connecter avec d'autres entreprises à l'international, parfois ça peut être de leur donner des possibilités d'exportation, de les accompagner là-dessus. Donc, il faudrait qu'on puisse faire ça au niveau étatique pour accompagner ces entreprises-là. Alors maintenant, au niveau des jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes, croyez-le ou non, sont le meilleur atout pour ces petites et moyennes entreprises-là sur le chemin de l'innovation. On vient de voir que l'innovation, c'est incontournable. Les jeunes sont le meilleur atout. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans la pandémie qu'on est en train de vivre, la plupart des secteurs où il y a eu des changements positifs, c'est des jeunes qui étaient impliqués. Ce sont des gens qui prennent un leadership en matière numérique. Ce sont des gens qui impulsent le ton, qui donnent le ton en matière numérique. Donc là-dessus, on peut définitivement compter sur les jeunes. Ce sont des gens qui sont capables de sortir des sentiers battus. Vous venez de le voir avec nos entrepreneurs. Ils sont capables de rapidement se repositionner face à une vague comme celle-là. Et donc, tout indique que dans les stratégies qu'on va mettre en œuvre, les jeunes devraient être une priorité parce qu'en matière d'agilité, d'innovation, et c'est ça la chance avec les PME aussi, c'est que les PME, contrairement aux grandes entreprises, sont plus capables d'être agiles parce qu'elles n'ont pas la même complexité organisationnelle que les grandes entreprises, où elles peuvent rapidement se réinventer et changer de cap à tout moment. Donc, là-dessus, on peut miser sur cet avantage des PME et on peut miser également sur cette agilité-là des jeunes et les mettre au centre d'une stratégie de redéploiement des choses. Et donc, ce qu'on doit faire également, c'est de se dire, ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont des défis? Est-ce qu'ils ont des lacunes? Les jeunes pourraient avoir des défis. Et quels sont les défis qu'ils peuvent avoir? C'est que, oui, il faut qu'on les mette au centre de la stratégie, mais il faut comprendre que ces jeunes-là doivent rapidement et efficacement prendre des décisions très importantes pour la suivi de leurs entreprises. Et ça peut amener beaucoup de tensions et dans une période d'incertitude. Alors, ce qu'il faut, c'est que qu'on puisse mettre face à des jeunes, des personnes qui puissent les écouter, qui puissent écouter leurs préoccupations, qui puissent leur apporter des conseils de seniors, des conseils d'experts. Et c'est la raison pour laquelle un élément particulier qu'on pourrait apporter dans la gamme de stratégies de riposte par rapport aux jeunes en particulier, ça va être le programme de mentorat. Programme de mentorat, pourquoi? Il va être question ici de jumeler de jeunes entrepreneurs avec des mentors qui sont bien entendu des seniors, des mentors qui vont être des gens qui ont des informations, des connaissances, des compétences et qui peuvent se servir de tout ça pour soutenir efficacement les jeunes pendant la crise actuelle. Et on va choisir des mentors qu'on va apparier avec des jeunes, on va les jumeler de manière à ce que les mentors leur apportent un soutien pendant plusieurs mois. Parce que le jeune a cette agilité, a cette capacité, mais parfois ça prend quelqu'un qui a une certaine expérience, un certain vécu, qui puisse être un backup pour lui.
Et de cette manière-là, les mentors vont pouvoir aider les jeunes à se connecter, à échanger, et ils vont pouvoir leur apporter beaucoup de leur vécu, beaucoup de pratiques d'affaires dans le monde, puisque des seniors, des mentors sont des gens qui sont également eux des entrepreneurs, mais qui, avec une longue feuille de route, ils vont être donc capables d'apporter à ce jeune-là les connaissances qu'ils peuvent leur manquer, et puis vont pouvoir leur inspirer de très bonnes pratiques de ce qui se fait en Afrique et même dans le monde entier. Donc cette dimension peut être définitivement importante. Allier l'expérience à l'agilité, à la vivacité, ça peut être quelque chose d'éminemment essentiel. Donc voilà à peu près les éléments qu'on pouvait ajouter ici sur ce qu'il faudrait faire pour accompagner nos micro, petites et moyennes entreprises dans le contexte actuel. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'était vraiment magnifique. J'ai eu l'impression qu'il a fait vraiment une synthèse de tout ce qu'on a dit depuis le début, ce que les jeunes entrepreneurs ont présenté comme stratégie de résilience, ce que les seniors ont présenté, surtout avec le discours de Madame Bintaba. Vraiment, le professeur, ce qu'il a dit, regroupe l'esprit de ce webinaire que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui, une initiative de l'ANPEJ et de l'APD. Lui-même, il est chercheur associé à l'APD UCAD et professeur agrégé à l'Université du Québec. On va maintenant clôturer ce webinaire. Nous sommes ensemble depuis 11 heures, mais en 3 minutes, vraiment 3 minutes, avec Arfan Sonko. Arfan Sonko, vous allez très rapidement nous présenter en quelques points votre stratégie à Senbio Agro, les stratégies que vous avez mises en œuvre durant cette pandémie de Covid-19. Et après, on donne la parole à Madame Bintaba pour clôturer. Arfan Sonko, vous avez la parole. 3 minutes, exactement. Voilà, je disais que notre produit est commercialisé en pharmacie. Et à Hambourg, où nous sommes basés, le produit est disponible dans une dizaine de pharmacies. À Saly, il y en a presque toute la zone de Saly. À Somone aussi. À Thiès, il y en a dans des pharmacies. Et à Dakar. Maintenant, en période de pandémie, avec la restriction des déplacements, pour acheminer le produit, par exemple, de Mbour à Dakar, ou bien de Mbour à Thiès, c'était quasiment impossible. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme alternative? Donc, on a collaboré avec des Wikari qui est dans le transit. On a collaboré avec Wikari, mais également on a eu à collaborer avec Soretool, qui est une plateforme de vente en ligne des produits locaux. Donc, juste pour dire qu'en période de crise, les possibilités se sont offertes à nous et nous avons vu que vraiment aujourd'hui, pour la vente de certains des produits locaux, il faut vraiment une digitalisation. Donc, le numérique a tendance à se développer. Et ce que nous pouvons faire, c'est de nous adapter avec. Parce que la pandémie nous a vraiment montré qu'il faut être résilient à tout. Qu'il faut Merci beaucoup. revoir sa proposition de valeur à tout moment et aussi son segment de clients et pour vraiment faire face à toute situation éventuellement. Merci beaucoup, monsieur Arfan Sonko. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons donner la parole à madame Bintaba, directrice BFK, partenaire également de l'ANPEJ. Dans cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la première activité de l'ANPEJ, c'était ce séminaire, cette session virtuelle, ce panel virtuel qui portait sur le thème de la relance et du développement des très petites et moyennes entreprises et très petites et moyennes industries dans un contexte de pandémie à Covid-19. Il y a eu d'excellentes idées, des partages de connaissances, l'aspect mentorat dont parlait tout de suite le professeur. Je crois qu'avec ce que InTouch Martarsal a développé, Amadou Tidjanli, Arfan Sonko, vous-même, vos conseils avisés, Madame Bintaba, tous ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes pousses ont pris bonne note et il est heureux de constater que déjà certains
étaient en train d'appliquer ce que vous aviez donné comme conseil. Madame Bintaba, vous avez la parole. Merci, Madame Sidibé, merci beaucoup de me faire l'honneur de clôturer cette session. C'est un très grand honneur auquel je ne m'attendais pas, donc je le ferai avec énormément de plaisir et ce sera court aussi parce que le temps file. Donc, pour commencer, ce que je voulais dire, c'est que le professeur a déjà tout résumé. Donc, sa présentation est complète et intégrale et résume de façon exacte tout ce dont nous avons discuté depuis ce matin. Je pense que nous, les panélistes, nous avons tout simplement rebondi sur les présentations des juniors. C'est ce que nous avons fait, mais les juniors, ils avaient déjà tout fait. Donc, c'est la preuve qu'ils ont l'esprit d'entrepreneurs, l'esprit entrepreneurial. C'est des entrepreneurs confirmés. Parce que le directeur général de l'ANPEJ a dit tantôt que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, et c'est vrai. Et ceux qui sont ici aujourd'hui, qui ont présenté, nous ont prouvé que c'est de vrais entrepreneurs, qu'ils ont ça dans les veines. Donc ça, c'est très, très important. Et un entrepreneur qui a l'entrepreneuriat dans ses veines agit, quel que soit le contexte. Ils n'abandonnent pas, ils ne baissent pas les bras. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, nous avons tout simplement contribué avec notre expérience, mais ils avaient déjà vraiment, ils étaient sur la bonne voie. Et en cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, moi, je remercie sincèrement l'ANPEJ pour le travail colossal qu'il est en train de faire au Sénégal depuis des années, d'accompagner la jeunesse, de renforcer la jeunesse et de cheminer avec la jeunesse, parce que l'entrepreneuriat, l'emploi, c'est un cheminement. C'est un vrai cheminement. Donc, bravo et félicitations à l'ANPEJ pour ce travail excellent, parce que en fait, la jeunesse sénégalaise, c'est l'espoir, c'est le capital humain. Tous les pays du monde entier savent que l'avenir se construit avec la jeunesse. Et les pays qui n'ont pas la chance d'avoir la jeunesse qu'on a au Sénégal, ils ont des difficultés. Ils comptent sur l'immigration. Et je peux citer le Canada, qui est un pays vieillissant, et d'autres pays occidentaux vieillissants qui comptent sur l'immigration. Mais nous avons la chance d'avoir 75% à peu près de notre population qui est jeune, et c'est vraiment un capital humain énorme. Donc, avoir une structure comme l'ANPEJ qui est dévouée à accompagner cette jeunesse, c'est vraiment remarquable, c'est à saluer. Donc, moi, personnellement, je vous suggère vraiment de mettre la présentation du professeur à la disposition de tous les participants, parce que c'est un excellent résumé de tout ce qui a été dit depuis ce matin. Donc, le seul point qui n'a pas été abordé ici, c'est le mentorat. Et moi, je suggère à l'ANPEJ de développer un programme de mentorat, parce que c'est très, très, très important. Et moi, je vois le monsieur Intouch d'être un mentor. Il est un excellent mentor, c'est ça. Il faut accompagner les jeunes, accompagner vos frères, accompagner vos jeunes sœurs. Vous êtes les mentors, vous avez fait un pas de plus, vous êtes en train de réussir. Il faut absolument soutenir l'ANPEJ à mettre sur pied un programme de mentorat national et international. National d'abord parce que vous êtes dans le même écosystème à des niveaux différents. Donc, vous allez pouvoir accompagner les plus jeunes pousses. International pour l'inspiration, pour les échanges, pour l'enrichissement, pour que ces jeunes pousses puissent entrer en contact avec d'autres entrepreneurs à succès. Et c'est la stratégie que les pays développés adoptent. Ici au Canada, le mentorat est vraiment très bien valorisé et vraiment aide les entrepreneurs. Donc, l'autre aspect, c'était le financement. C'est sûr qu'au Sénégal, c'est un pays qui n'a pas les mêmes moyens que les pays développés. Par exemple, ici au Canada, dès que la crise a éclaté, les milliards se sont envolés. Donc, les entrepreneurs ont été soutenus à coups de milliards tout le temps. Les organismes qui soutiennent les entrepreneurs sont très nombreux comparé à des pays comme notre pays. Donc, nous n'avons pas les mêmes moyens. Donc, il faut faire avec les moyens du bord
et travailler vraiment à développer les business au niveau local. Donc, c'est vraiment le conseil que je voudrais donner, la suggestion. Sinon, je souhaite vraiment une excellente continuation à l'ANPEJ. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine de l'entrepreneuriat et que les échanges qui vont suivre soient aussi dynamiques et aussi dynamisantes que les échanges que nous avons eus aujourd'hui. Donc, je salue tout le monde et puis je redonne la parole à Madame Sidibé et puis je vous remercie en passant pour votre bonne humeur, votre beau sourire et votre excellente modération de cette session. Merci beaucoup, Madame Bintaba. Bon, vous savez, moi je rougis très vite, hein, j'ai la chair de poule maintenant, je ne sais plus quoi dire. Monsieur Faye, le directeur général de l'ANPEJ, peut-être 2 mots avant de clôturer complètement, ou bien s'il n'est plus là, on peut clôturer cette session. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Madame Bintaba. Vous maîtrisez vraiment votre sujet, vous savez de quoi vous parlez. De même que le professeur Félix Zonien à l'Université de Québec, on n'a pas regretté d'avoir diffusé sa vidéo de 17 minutes quand même, tout y était. Et je partage totalement l'avis de Madame Bintaba qu'il s'agit d'un contenu qu'il faudrait vraiment partager avec tous les panélistes, avec les personnes même qui sont porteuses parfois de projets et qui viennent solliciter les services de l'ANPEJ. Merci également à Amadou Tidjanli, entrepreneur dans le digital, Arfan Sonko de Senbio Agro, Martha Sal de Intouche, une très bonne présentation, vous tous. Mention très spéciale à nos jeunes entrepreneurs, Amadou Sarr qui est dans le e-commerce avec Sendawal, Abdoulaye Faye qui est dans l'éthique et développement techno, Seydina Lima Mouka qui est dans le coaching avec son gros problème de financement, Aminata Dien, la restauration qui peut maintenant reprendre le fast-food parce qu'il n'y a plus de couvre-feu, Abdoulaye Diatta pour les multiservices. Continuez à connaître beaucoup plus de gens qui vous feront confiance pour déposer leur argent. Mamadou Ba, bureautique informatique, les développements des mentors qui sont passés, les seniors, ont montré que emploi et formation ne sont pas nécessairement liés. En fait, pas formation formelle comme nous avons l'habitude de le faire, aller à l'école, parler français, etc., etc. Ce n'est pas une panacée. Votre exemple est une parfaite illustration. En tout cas, nous vous encourageons. À Brigitte pour la commercialisation des produits halieutiques et maintenant le textile. Babacar Ndao pour la couture qui demande d'anticiper. Merci vraiment à l'équipe technique qui était derrière, Mohamed Nias, un jeune, je l'appelle un génie du digital qui maîtrise très bien son travail et qui n'a pas souhaité, comme le font beaucoup, venir encore étouffer entre les ruelles de Dakar. Il a préféré vraiment rester à Saint-Louis pour faire son travail de manière très cool. Il le fait très bien, il est souvent très sollicité. Merci énormément, Mohamed Nias et toute l'équipe du digital qui est derrière toi. Merci à l'ANPEJ, merci au recteur Amadou Alimbaï de l'Université de Dakar, merci au laboratoire d'analyse des politiques de développement, merci au directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes pour l'intérêt de ce webinaire. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce panel sur des sites internet et sur la page Facebook de l'ANPEJ, etc. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. J'aime ce pays qui m'a vu grandir, cette terre qui a vu mes premières larmes et mes fous rires. Pas besoin d'un crayon pour dessiner les sourires.